Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, on va parler de Denon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Denon AVC-X 4800H, qui est le nouveau produit de la gamme Denon. Donc cette série a évolué énormément. Si on regarde en détail, le 4800H est un produit qui remplace le 4700, mais il y a pas mal de surprises puisqu'il va énormément évoluer par rapport à son prédécesseur. On va vite détailler ce qu'il y a dans la boîte. En gros, vous allez avoir directement dans votre emballage le micro de calibration Odyssey, un petit Quick Start Guide qui est fourni, c'est un guide rapide de démarrage pour pouvoir installer son système. On va avoir un jeu d'étiquettes qui est très pratique, qui vous permet de rapidement labeller tous vos câbles et de pouvoir les retrouver si jamais vous devez débrancher votre ampli, le déplacer ou faire du ménage derrière. La télécommande, les piles et cet objet un peu bizarre qui est une tour en origami en carton qui vous permet directement de poser votre micro si vous n'avez pas de pied micro chez vous ou de pied caméra. Donc là, si vous avez besoin de ça pour pouvoir faire la calibration, ça vous sera très utile. Donc maintenant, on va partir sur le 4800H. Le 4800H est une évolution importante du 4700. Ce qui va énormément changer, c'est pas trop sa structure externe, ses éléments techniques, mais c'est la partie interne. En interne, on change complètement de structure et de construction. Sur le 4700, on était sur une construction avec deux radiateurs. Et bien sûr, de chaque côté, on avait une partie des amplis. On avait l'ampli avant gauche, central, arrière gauche, surround, etc. Et on avait la partie droite qui était devant. Les deux étaient séparés sur deux cartes distinctes avec une architecture qui était déjà évoluée par rapport au modèle du dessous. Mais là, on va passer sur une architecture en bloc mono. En fait, on a 9 blocs mono sur ce produit et un seul grand radiateur. Donc ça permet d'avoir une structure qui est plus proche de ce qu'on a sur les modèles 6007, 8005 et au-delà. Donc on a une structure qui est dédiée et dérivée des produits haut de gamme de chez Denon. Donc ça permet de gagner pas mal en rapport signal-bruit, ça permet d'avoir un peu plus de dynamique et surtout une bien meilleure diaphonie et une séparation entre les canaux, ce qui est vraiment très important en home cinéma. Donc le 4800 est vraiment une machine beaucoup plus haut de gamme que son prédécesseur. On va intégrer aussi de nouvelles technologies comme la série 800, vous avez pu le voir à partir du 3800, on va intégrer la sortie de 4 subwoofers, donc on va pouvoir gérer 4 subwoofers de manière totalement indépendante. On va pouvoir les gérer de différentes façons, en mode standard ou en mode directionnel. Si on se met en mode standard, les 4 caissons vont fonctionner de la même façon. Si on se met en mode directionnel, on va pouvoir les assigner aux enceintes les plus proches. On va pouvoir faire ou droite-gauche, si on n'en utilise que deux, ou avant-arrière. Si on en utilise plus, on va pouvoir faire au plus proche. Donc ça veut dire qu'en gros, le caisson avant-droite va fonctionner avec l'ensemble des enceintes avant-droite. Et pareil pour les enceintes avant-gauche vont fonctionner avec les enceintes avant-gauche. Donc ça va être la latérale gauche, la centrale et la surround qui est la plus proche. Et aussi la hauteur dans le cas de l'Atmos. Donc dans ce cas, vous allez avoir aussi cette sensation du son qui va passer d'avant en arrière ou de droite à gauche qui est plus important. En gros, le signal LFE, pour être très clair, est toujours le même. C'est-à-dire que sur votre disque, vous avez un encodage de ce signal qui va directement dire ça, c'est la partie grave du signal qui est encodée sur le film. Elle va être diffusée sur tous les caissons. Par contre, quand on va avoir la partie qui est dans le crossover, qui est la partie de coupure, c'est-à-dire que sur l'enceinte avant droite par exemple, je coupe à une certaine fréquence, ben les graves qui vont normalement dans cette enceinte vont être distribués que sur le caisson avant droite. Donc si vous avez un objet un peu massif qui va passer de l'avant à l'arrière, la partie grave de ce registre va aussi passer de l'avant à l'arrière. Donc le caisson va avoir vous allez avoir cette sensation de mouvement dans la pièce qui est très intéressant avec ce mode directionnel. Donc à l'heure actuelle, cet ampli gère beaucoup de choses. Il intègre l'Odyssey XT32, donc l'Odyssey XT32 est la version la plus évoluée du système Odyssey. Vous pouvez l'utiliser aussi avec l'application et avec Odyssey Pro. L'application vaut une vingtaine d'euros et vous permet déjà de faire beaucoup plus qu'avec ce qu'on a directement intégré, puisque vous pourrez rajouter des points et une correction à la volée. La version Pro vous permet d'aller plus loin avec un micro spécifique. Et directement en mars, on va rajouter
encore un autre élément, on va rajouter Dirac Live. Donc pour ceux qui veulent aller encore plus loin en calibration, ils pourront acheter une licence Dirac Live qui sera optionnelle, acheter un micro qui correspond à un système qui fonctionne sur Dirac Live, souvent c'est un UMIC ou autre type de micro, et on va pouvoir faire une calibration Dirac Live. Maintenant, on va passer sur la connectique. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez 7 prises HDMI. Les 7 prises HDMI qu'on retrouve ici sont en 8K 60 Hz ou 4K 120 Hz. Donc on a vraiment toutes les possibilités. C'est des 40 gigabits en bande passante. Donc on va retrouver toutes les fonctionnalités ALLM, VRR, QMS, QFT, donc toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de vous simplifier la vie par rapport aux écrans. Alors attention, il faut bien sûr que votre téléviseur et que votre source soit compatible avec ces formats-là pour en profiter. Sur les consoles de jeu, pareil. Donc si vous voulez profiter du variable refresh rate, il va falloir être aussi en VRR sur votre console. Il faut que votre télé puisse l'accepter. Mais en fait, toutes ces prises sont totalement compatibles avec tous ces standards, comme le Quick Media Switching, qui est aussi quelque chose de très intéressant, puisque le Quick Media Switching vous permet de basculer d'une source à l'autre sans avoir ce décrochage où la télé va rechercher le type de standard que c'est et d'éviter d'avoir ces écrans noirs pendant quelques secondes. Donc là, automatiquement, vous allez retrouver votre image de votre seconde source. Donc ça, toutes ces fonctions sont intégrées. Vous allez retrouver aussi sur ce système 2 prises HDMI en sortie plus une autre, donc 3 au total. Les 2 premières vont être de la recopie, ça veut dire qu'en fait ça va être exactement le même signal, mais c'est très pratique dans l'utilisation type j'ai un téléviseur et j'ai un projecteur, donc quand votre écran va descendre, c'est votre projecteur que vous allez utiliser et vous n'allez pas avoir à recabler votre prise HDMI puisque là vous avez 2 sorties simultanées et qui vont sortir le même signal. Alors ici, ces 2 prises, ça fonctionne de manière assez transparente. Après, il peut y avoir quelques soucis avec les édits. Donc, on a rajouté des fonctionnalités de manière à vous simplifier la vie, puisqu'on va pouvoir avoir maintenant directement sur la télécommande une sortie HDMI out et vous allez pouvoir sélectionner sur laquelle vous voulez sortir. Donc directement sur la télécommande, ce qui va vraiment vous simplifier la vie. Ensuite, on a rajouté une 3e prise qui vous permet d'attaquer une autre zone. Ça veut dire qu'imaginons que vous ayez une chambre à coucher attenant à votre salon. Vous pouvez passer un câble HDMI de type fibre optique ou de câble type HDMI vers RJ45 pour avoir de grandes distances. Et vous pourrez très bien profiter d'une source qui est connectée à cet appareil sur la télé de votre chambre ou dans un bureau ou dans une autre pièce. L'autre chose importante avec ça, c'est qu'on a vraiment aussi accès à toutes les sources classiques, puisque vous avez une entrée tuner, vous avez pas mal, 5 ou 6 entrées analogiques qui vous permettent de connecter vos produits classiques, plus une entrée phono, si vous êtes toujours utilisateur de platine vinyle avec sa prise de terre, donc vous allez vraiment pouvoir profiter de votre platine vinyle aussi sur ce système. L'autre chose intéressante, c'est qu'une fois que vous avez utilisé votre platine vinyle sur l'ampli, avec le module EOS, si jamais vous avez rajouté une enceinte dans une autre pièce, vous pourrez aussi diffuser cette platine vinyle sur cette enceinte dans une autre pièce, tout en écoutant ici votre système 5.1 dans le salon. Donc ça ne vous bride pas, ça vous offre beaucoup de possibilités. Comme je l'ai dit, le module EOS vous permet beaucoup de choses. Je vais le redétailler juste après. Ici, on a bien sûr des sorties zone 2 et zone 3 pour attaquer des blocs de puissance si on utilise les 9 canaux dans la pièce principale. Si on ne les utilise pas, on pourra utiliser les blocs de puissance intégrés ici en tant que zone. Mais si on veut avoir les 9 dans la pièce principale plus de la zone, on peut le faire. On a aussi l'attribution ici de toutes les pré-out, donc on a toutes les sorties pré-out actives. Les sorties pré-out sont actives en même temps que les sorties de puissance. Par contre, ce qu'on va faire en mars, on va améliorer encore le menu où on peut transformer l'ampli en pré-ampli pur. Mais là, on va pouvoir le faire par paire d'enceintes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire toutes les avant sont désactivées et je les utilise que sur les pré-out. L'avantage de ça, c'est que vous coupez l'ampli de puissance pour cette partie-là, donc les étages qui sont séparés comme des blocs mono, et vous allez en fait libérer de l'énergie pour les autres éléments, et en même temps vous allez abaisser le bruit de fond de vos sorties pré-out, donc vous allez avoir une meilleure qualité sur les pré-out, et ce qui vous permet d'avoir un ampli un peu encore plus audiophile. Donc ça, vous pourrez le faire par type
d'enceinte. Donc ça sera une mise à jour en mars qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans les réglages. Ensuite, on a bien sûr la sortie des 4 caissons de basse qui vous permet de brancher 4 caissons de basse, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec des systèmes de directionnel ou standard. Mais aussi, vous pouvez très bien en mettre 1, 2 ou 3. Mon conseil est souvent d'utiliser plutôt 2 caissons de basse dans un système home cinéma parce que les problèmes acoustiques des pièces, on peut se retrouver dans une zone où on a par exemple un gros caisson et malheureusement la pièce a une réverbération qui n'est pas parfaite puisque souvent si on a une pièce carrée, c'est souvent là que les problèmes commencent à être générés de manière très forte. On va se retrouver avec souvent une zone centrale où on n'a pas de basse. On va pouvoir déplacer le caisson dans tous les sens et souvent on n'arrivera pas à trouver une zone où on va ressentir les basses puisqu'en fait ça va faire des creux et des ventres. En gros l'onde va taper dans un mur et va revenir et au moment où elle va revenir elle va se chevaucher, donc ça va faire une onde qui s'annule par rapport à l'autre et on va avoir une zone de creux ou alors des zones où on a beaucoup trop de basses. Avec 2 caissons, c'est beaucoup plus facile à gérer, donc c'est pour ça le conseil au minimum 2 petits caissons mieux qu'un grand caisson. Ou alors, on pourra en avoir jusqu'à 4. Si ce n'est pas votre utilisation, vous voulez en utiliser 2, vous pourrez utiliser les 2 autres sorties aussi avec ce qu'on appelle des butt kickers en américain, qui sont en fait des systèmes qui vont faire vibrer votre chaise, qu'on va pouvoir fixer ou sous votre canapé ou sur une chaise de gamer. Il existe plein de systèmes à l'extérieur qui vous permettent d'avoir ces espèces de vibrateurs qui vont pouvoir animer votre chaise. Donc vous allez pouvoir avoir encore plus de sensations pendant un film puisque ça va, en cas d'explosion ou tremblement de terre, faire vibrer votre fauteuil ou votre canapé. Donc ça c'est assez intéressant, ou dans un jeu, avoir des sensations de mouvement ou de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est dans le menu, il suffit de changer la sortie en butt kicker et vous allez pouvoir rajouter cet élément. Autre chose importante qu'on détaille rarement, avant je vais passer sur les entrées optiques, donc ici on a des entrées optiques et coaxiales. Ce que je n'ai pas mentionné aussi, qui est intéressant avec ces prises, c'est que par exemple coaxial ou analogique, si je rentre une platine CD en optique ou en analogique ou en coax, je peux très bien utiliser l'image de ma HDMI et en même temps bénéficier du son qui va rentrer en optique ou en coaxial ou en analogique. Ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a un bar ou qui a un showroom. Par exemple, vous voulez diffuser de belles images et ou vous voulez diffuser le match de foot tout en ayant une source musicale autre parce que c'est la mi-temps, parce que c'est le quart d'heure de pub ou ce que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir directement dans le menu sélectionner une des autres entrées pour la partie audio. Donc ça, c'est vraiment très sympa et c'est une fonction qui peut être très utile. Autre chose, elle est importante, ici les triggers, souvent on en parle peu. Ici il y a 3 triggers, les triggers on peut les affecter par entrée, par type de source, par type de format. On a vraiment toutes les possibilités sur ces triggers. En fait les triggers c'est juste un mini jack 3.5 mono qu'on va relier entre ici et l'appareil qu'on veut piloter. Donc ça peut être un projecteur, ça peut être un écran motorisé, ça peut être vos volets roulants. Ça veut dire que si vous voulez que automatiquement dès que vous passez en mode cinéma, vos volets roulants descendent. S'il y a un contact sec 12 volts, vous pouvez très bien les alimenter en contact sec 12 volts. La plupart des projecteurs l'ont, la plupart des écrans motorisés aussi. Et aussi, vous pouvez faire ça aussi sur vos blocs de puissance. Si vous rajoutez des blocs de puissance, ça peut être laborieux d'aller les allumer un par un derrière. Donc là, il suffit de rajouter les contacts secs sur vos blocs de puissance et automatiquement, vos blocs de puissance vont démarrer. Bien sûr, on a de la RS232. La prise RS232 est plutôt dédiée à la domotique. Elle est utilisée par les gens qui vont faire des installations domotiques avec des tableaux tactiles ou des panneaux tactiles qui pilotent toute la maison. C'est une norme un peu plus vieille puisque maintenant, on a aussi tout ça via contrôle IP sur ces appareils, donc on peut les piloter par IP directement via la prise RJ45. La prise RJ45 vous permet de piloter l'appareil directement sur un navigateur web, de faire tout le setup directement sur un navigateur web. Il suffit de repérer son adresse IP sur votre réseau, d'ouvrir votre navigateur, de taper son adresse IP. Automatiquement, vous avez une page web qui apparaît et vous allez pouvoir retrouver tous les réglages de l'appareil. Donc ça peut être aussi une manière très rapide quand vous êtes en installation et que vous n'avez pas d'écran ou parce que l'installation n'est pas finie mais vous voulez commencer à faire le setup, vous pouvez le faire de cette manière-là. Autre chose, cette prise RJ45, comme les antennes Wi-Fi, puisque l'appareil vous pouvez le connecter en Wi-Fi
ou en RJ45. En Wi-Fi, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez du WPS, vous avez de la recopie iOS pour ceux qui sont sur l'univers Apple, et vous avez aussi d'autres fonctions manuelles pour connecter votre système. Ces antennes servent aussi pour le Bluetooth, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de les connecter pour ceux qui utilisent des fonctions Bluetooth. Donc vous pouvez envoyer de la musique dessus en Bluetooth. Vous pouvez aussi transmettre l'audio que vous écoutez sur cet ampli sur un casque Bluetooth. Donc vous pouvez appairer un casque Bluetooth à cet ampli. Ça peut être utile dans le cas où vous ayez quelqu'un qui est malentendant chez vous et que vous pouvez utiliser vos enceintes plus le casque Bluetooth. Donc ça permet d'avoir un volume indépendant sur le casque Bluetooth et d'écouter vous, votre système Atmos chez vous sur vos enceintes. Tout ça, c'est réglable dans le menu. Vous pouvez avoir avec les enceintes, sans les enceintes, si vous voulez juste écouter avec votre casque Bluetooth. La prise RJ45 aussi fait qu'on a accès au module EOS qui est intégré dedans. Donc ça vous permet d'avoir tout ce qui est streaming. Donc vous avez accès à Tidal, Spotify Connect, Deezer, SoundCloud, TuneIn et Amazon Prime Music. Donc vous avez accès à beaucoup de services de musique sur ce système. L'avantage aussi, c'est qu'avec ce système-là, vous pouvez très bien avoir une enceinte dans une autre pièce. Et par exemple, si j'ai connecté ici un phono, je peux très bien utiliser ma platine vinyle, l'écouter sur une enceinte Denon Home avec le module EOS dans une autre pièce pendant que j'écoute mon système 5.1, même si les éléments que je veux écouter sont raccordés sur cet ampli. Donc ça aussi, ça ouvre pas mal de latitude et pas mal de possibilités. Donc après, il y a les borniers d'enceinte qui sont assez classiques. Comme vous voyez ici, ils sont nommés avant, centre, surround back et les hauteurs. Il faut faire attention puisque ça, quand vous allez faire votre assignation dans l'ampli, c'est-à-dire que vous allez définir quel ampli va servir à quel type d'enceinte. En fait, vous avez plusieurs choix. Quand vous faites du Dolby Atmos, vous avez des enceintes qui sont au plafond. Par exemple, vous avez intégré des enceintes dans votre faux plafond. Si ce n'est pas le cas, vous allez utiliser des enceintes Dolby Atmos qu'on pose sur les enceintes principales et qui envoient avec un certain angle contre le plafond et qui renvoient le son vers vous. Ou vous avez des enceintes que vous allez fixer au mur. Donc il y a trois types de possibilités d'enceintes et il y a deux niveaux de hauteur. Ce qu'on appelle les hauteurs qu'on fixe les enceintes au-dessus des enceintes, ou les enceintes qu'on va intégrer dans le plafond qu'on appelle les top hauteurs, donc les hauteurs plafond. Donc ça, c'est variable selon l'assignation. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire votre setup, il va falloir faire attention à ce qui est indiqué. L'ampli va vous indiquer clairement sur le menu à quoi correspond le connecteur pour ce type d'enceinte. Donc il va falloir ici changer. C'est pour ça qu'ici, c'est des zones un peu variables. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est obligé de donner un nom, mais après, ça peut changer. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir aussi faire différentes configurations. Vous allez pouvoir en plus faire deux presets de typologie d'enceinte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire dans un cas j'ai une configuration Dolby Atmos avec des hauteurs, des top hauteurs, enfin des hauteurs plafond que j'ai intégrées dans mon plafond, ou je veux utiliser une configuration Oro avec des enceintes hauteurs qui sont au-dessus de mes enceintes principales. C'est possible en ayant un petit peu moins que 9 enceintes, mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre facilement avec les borniers. Donc les switches vont pouvoir être utilisés de manière différente. Donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre la procédure. Ce qui est important, c'est que pour faire ce setup, c'est très simple. Vous branchez votre prise HDMI à votre sortie TV moniteur, vous branchez l'ampli au secteur, vous l'allumez, rien de connecté, rien du tout, et vous allez lancer le guide d'aide de prise en main, l'assistant de configuration. Vous allez être guidé pas à pas jusqu'à la dernière étape, et ça c'est vraiment important. Et ce qui est important, c'est que dans la section de branchement des enceintes, il faut savoir que chez Denon, quand on est dans ce setup-là, les étages de puissance sont coupés. Alors attention, je dis bien chez Denon, parce que dans certains autres produits, il faut absolument éteindre son ampli quand on branche, parce que si on pourrait faire un court jus et abîmer son ampli. Là, en fait, les étages de puissance sont complètement coupés, donc ça vous permet de vraiment suivre le guide à l'écran et de venir brancher là où l'ampli va vous indiquer de brancher vos éléments. Pareil pour vos sources, pareil pour chaque élément, pareil pour les subwoofers, le produit va vous guider pas à pas en vous montrant exactement à quoi correspondent les enceintes, où elles doivent être placées dans la pièce,
Et une fois que tout ça est fini, l'ampli va rallumer l'étage de puissance et il va vous proposer un test pour savoir si le son qu'il émet correspond bien à l'enceinte que vous avez voulu installer. Et si tout est bon, vous pourrez faire après la calibration Odyssey avec le micro que je vous ai montré et vous allez pouvoir profiter de votre système de A à Z avec une calibration. Et comme vous avez vu, il y a 9 blocs d'enceinte, hein, toujours c'est par 2 puisqu'il y a le positif et le négatif. Mais vous allez aussi pouvoir ajouter un bloc de puissance pour utiliser 11 canaux. Vous allez pouvoir faire un système 7.4 pour les 4 subwoofers, plus 4 enceintes au plafond. Donc vous avez vraiment une grosse latitude, où vous pouvez très bien faire un 5.4, 0.6. Donc tous les choix seront possibles dans le système à partir de mars. Donc ça va permettre d'évoluer, d'aller encore plus loin. On va aussi retrouver des fonctions comme des wide frontales qui sont pas mal demandées par beaucoup de consommateurs. Petite anecdote, on a aussi ici des prises connecteurs YQV pour des produits un peu anciens. Hein. Ça peut être une vieille Nintendo, ça peut être aussi une autre console un peu plus ancienne en composite. Donc ça vous permet de bénéficier de vos anciennes consoles de jeux ou d'autres produits un peu anciens. Donc l'AVC-X 4800H est disponible depuis une semaine sur le marché, aux alentours de 2 600 €.